Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'information sur Nyon Région Télévision, une émission dans laquelle nous vous emmènerons notamment au fin fond du Val d'Anniviers pour une séquence évasion qui vaut le détour. Je ne vous en dis pas plus, restez avec nous, ce sera en fin de journal. Le projet de piscine patinoire de Terre Sainte prévu du côté de Coppet prend du retard, beaucoup de retard. La faute aux oppositions, il y en avait 17 dans un premier temps, toutes levées par Coppet. 3 opposants déboutés ont toutefois décidé de faire recours et ils ont tenu gain de cause cet été auprès du tribunal cantonal. Gérard Produit, syndic de la commune de Coppet, est avec nous sur ce plateau pour en parler. Bienvenue. On va écouter dans un premier temps Stéphanie Emery, municipale amie. Elle est présidente du comité de pilotage et puis vous réagirez justement à cette interview tout à l'heure. Vous venez d'annoncer publiquement au conseil communal de Coppet que des retards sont à attendre pour la construction de la patinoire. Qu'est-ce qui se passe techniquement ? Alors donc, c'est pas seulement la patinoire, c'est la piscine et la patinoire. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a eu, une demande d'autorisation de construire, il y a eu des oppositions qui ont été levées, des personnes, des riverains notamment, ont fait recours auprès du tribunal cantonal. Et là, nous avons reçu le jugement du tribunal cantonal qui nous dit clairement que notre projet n'est pas du tout remis en question. C'est un projet d'intérêt public, que dans sa conception, dans sa finalité, il est tout à fait en ordre, mais que pour pouvoir nous donner l'autorisation, il faudrait qu'on ait une étude acoustique complète du site, puisqu'il y a des terrains de sport, il y a une école, il y a un parking. Et cette étude ne nous était pas demandée lors de la demande d'autorisation. Ce n'était pas nécessaire au départ. Alors si je crois bien comprendre, il y a 3 familles de riverains qui habitent sur le territoire de Communy qui se plaignent donc des nuisances sonores potentielles de ce nouveau complexe sportif, ce qui est sur le territoire de Coppet. Vous avez bien résumé. Dans la séance du conseil communal de lundi soir, le syndic de Coppet, Gérard Produit, a confessé avoir entrepris des démarches personnelles pour améliorer la situation avec les riverains, les plaignants. Ces démarches n'ont pas été validées par l'ARSCO. Le syndic de Coppet, il est syndic de la commune territoriale. Le rôle d'un syndic quand il y a des oppositions, c'est d'essayer de trouver des compromis et de faire rencontrer les maîtres d'ouvrage et les opposants pour qu'ils puissent négocier et arriver à quelque chose qui convienne à tout le monde. ARSCO a présenté le projet aux riverains dans un premier temps. On était ouvert à une discussion avant la première mise à l'enquête, mais une fois qu'il y a eu la mise à l'enquête et les oppositions, ce que nous demandent les opposants est trop important pour qu'on veuille entrer en matière. Pour nous, on a 18 000 personnes de la Terre Sainte derrière nous et on n'a pas envie de faire des concessions qui vont péjorer le projet de piscine ou de patinoire pour les 50 prochaines années. Donc on préfère mettre un petit peu plus de temps, mais avoir un beau projet où on ne nous dit pas dans 20 ans, mais mon Dieu, ils ont pensé à quoi quand ils ont fait ça ? Gérard Produit, vous avez donc approché ces 3 opposants cet été pour tenter de régler le problème. Et on sent bien quand même dans les réponses de Stéphanie Emery qu'il y a comme un malaise. Disons que, je ne sais pas si on peut parler de malaise, mais c'est vrai qu'entre autorités, il est de coutume qu'on parle tous d'une même voix. Et puis sur ce dossier, c'est vrai que la commune de Coppet, qui est la commune territoriale, comme ça a été mentionné dans votre petit film, la commune territoriale, elle a, disons, le souci d'entendre en fait toutes les parties. Et dans ce contexte-là, il était important pour moi, pour ma commune, qu'on puisse disons, entrer dans une forme de dialogue. Et on n'est pas d'accord avec ARSCO parce que finalement, ARSCO dit mais nous, on a une vision qui est peut-être plus intéressante pour le citoyen dans l'ensemble de la Terre Sainte, puisque en fait, ils disent nous, on veut se garder toutes les possibilités. Or, moi, je prétends que si on veut que les dossiers avancent rapidement, il est opportun de temps en temps de trouver des compromis. Et visiblement, sur cette stratégie, on n'a pas forcément la même vision, ce que je respecte. Alors oui, il y a un petit malaise parce que, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure,
normalement, les autorités parlent d'une voie commune. Et là, on peut ne pas être d'accord. Et en l'occurrence, je ne suis pas d'accord avec la position d'Arsco. C'était donc votre initiative personnelle que d'aller à la rencontre de ces opposants? Tout à fait. C'est-à-dire que l'idée, c'était d'avoir la possibilité de s'entretenir avec les opposants sans forcément avoir la présence de conseillers juridiques. En général, quand il y a un dossier où des oppositions sont manifestées, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe dans toutes les communes? Soit on cherche à mettre en discussion les partis qui s'opposent, soit la commune intervient en disant quelles sont vos doléances. Et ici, ma démarche est identique à celle-là, c'est-à-dire, voilà, quels sont les... Même si le recours, puisque le recours qui a été instruit par des hommes de droit tire sur un nombre très impressionnant de sujets, et en l'occurrence, il fallait, à mon sens, disons, trouver l'axe principal d'opposition, et c'est la nuisance sonore, ce qui a été dit. Et puis finalement, nous avons estimé, la commune de Coppet, que les doléances pouvaient être entendues, en tout cas qu'il y avait lieu à discussion, qu'il y avait matière à discussion. Et c'est vrai que je déplore que finalement, la partie, le maître d'ouvrage dise nous faisons confiance aux tribunaux. Et je ne suis pas sûr que c'était la bonne stratégie. Et donc, nous n'entrons pas en discussion. Ça veut dire que vous ne partagez pas l'optimisme, justement, de l'Arsco, qui pense que, vu l'intérêt public général de ce projet, eh bien, la justice donnera à terme raison et donc lèvera ses oppositions. Eux, ils sont assez optimistes. Oui, alors, je souhaite qu'ils aient raison. Je souhaite parce que finalement, que ce soit, je pense, les autorités, c'est évident, mais aussi la population, tout le monde souhaite que ce projet puisse rapidement voir le jour. Et personnellement, mon action a été dans ce sens-là. J'ai quelques inquiétudes sur la possibilité qu'on puisse construire sans entrer en discussion avec ceux qui sont voisins de cette infrastructure, qui ont la possibilité, on est en démocratie, disons, d'user de certains leviers qui pourraient effectivement, au contraire de ce qui est dit, retarder le dossier. Et ma crainte, elle est plutôt de l'ordre de... Si les communes ont toutes plébiscité le projet, le temps passe, et c'est vrai que le temps passe, les taux d'intérêt diminuent, ce qui fait que d'un point de vue financier, ça peut être quelque chose de positif pour le projet, mais il y a aussi d'autres effets qui font que certains matériaux pourraient renchérir. Et si on devait aujourd'hui repasser ce projet devant le vote des différentes communes, c'est pas certain. À mon sens, c'est pas certain qu'il soit de nouveau plébiscité par toutes les communes. Donc il y a quelques risques et j'aimerais anticiper ceci. Vu le malaise généré, est-ce que vous regrettez finalement cette démarche personnelle? Absolument pas. Je pense que c'est de mon devoir, comme ça a été d'ailleurs reconnu, d'entrer en discussion ou en tout cas de chercher des solutions. J'ai été élu syndic pour ceci et alors peut-être que ce que j'aurais dû faire, c'est effectivement rencontrer les opposants avec l'Arsco ou un membre, ce que je n'ai pas fait dans un premier temps, la crainte étant que, et j'ai le sentiment que j'ai eu raison, c'est que pour pouvoir engager une discussion, il faut être d'accord de faire quelques compromis. Or, visiblement, pour l'instant, il n'y a pas de volonté de compromis. Du coup, quel est l'intérêt d'entrer dans une discussion s'il n'y a pas de compromis à faire? Merci beaucoup, Gérard Produit, d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu sincèrement à ces questions qui posent effectivement pour l'instant problème dans ce projet de piscine patinoire en Terre Sainte. Le Conseil communal de Nyons, version 2016-2021, siégera une première fois. Ce sera lundi prochain, rentrée parlementaire donc pour les élus nyonnais, mais également pour la municipalité qui tenait conférence de presse. C'est la reprise pour la municipalité nyonnaise. Comment se sont passées les séances préparatives au premier conseil communal ? Alors effectivement, c'est le début de la législature avec quelques réglages à faire, avec des changements de municipaux et des municipaux qui étaient déjà là qui changent de dicaster. Donc pas mal de changements, mais je peux dire que ça se fait dans un très bon état d'esprit, qu'il y a une belle dynamique, que nous avons bien travaillé au cours des 2 mois précédents avec une petite pause, il est vrai, mais que nous avons pu préparer ces 12 premiers préavis et que nous sommes en route pour préparer le programme de la législature.
Le fait que la législature, que l'exécutif soit passé à droite, pour vous, vous êtes satisfait pour l'instant? La composition de l'exécutif dans une commune comme Nyon est d'abord une question de personnes. Bien sûr qu'il y a des sensibilités politiques qui peuvent s'exprimer, c'est naturel, mais c'est quand même une affaire de personnes. Et là, je dois saluer l'esprit très constructif de tous mes collègues. C'est sérieux, c'est bien préparé, mais c'est aussi serein et respectueux. Donc j'ai le sentiment qu'on peut vraiment faire du très bon travail et que nous pourrons très certainement élaborer un programme de législature dans cet esprit-là. Et on peut dire que le premier cadeau de bienvenue aux citoyens nyonnais par l'exécutif, c'est le fait qu'il n'y aura pas d'hausse d'impôts en 2017. Bien sûr que la question de la fiscalité est toujours à l'ordre du jour d'une municipalité par rapport à ses projets, les moyens de sa politique ou la politique de ses moyens. Dans le cas précis, nous n'avons pas mis à l'ordre du jour une modification des impôts. Nous allons d'abord analyser tous les éléments de cette prochaine législature, voir quels sont les investissements prioritaires et puis sur la base du travail qui aura été fait par le collège municipal, on pourra décider s'il y a lieu ou pas d'apporter des modifications à la fiscalité. Honneur aux nouveaux membres de l'exécutif puisque les travaux du prochain conseil communal tourneront beaucoup autour de thèmes fétiches qui sont la mobilité et la police, et c'est vous qui en êtes en charge. Oui, tout à fait. Écoutez, c'est le propre de tout début de législature. Vous répondez aux questions qui ont été posées en fin de dernière. Donc voilà, mais je le fais avec grand plaisir. C'est tous des sujets qui m'intéressent et qui sont vraiment en lien avec l'avenir de Nyon. On parle de mobilité, on parle de sécurité. Donc voilà, des grands enjeux. Du côté de la gauche, le législatif se pose la question d'une perte d'autorité sur un service communal, la police. Oui, alors écoutez, je ne pense pas que ce soit que la gauche qui se pose ce genre de questions. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'UCV a aussi entrepris tout un travail sur ces associations intercommunales. Quel rôle pour les communes au sein de ces associations, quel rôle pour les délégués. C'est des questions qui sont tout à fait d'actualité. Notre réponse est claire. Si le Conseil désire plus d'informations de la part de ses délégués et désire qu'un rapport annuel soit édité par ses délégués, le Conseil a toute l'attitude pour le faire, mais la décision lui appartient. Est-ce que vous avez déjà subi en quelque sorte des pressions de la droite en ce début de législature pour faire passer certains dossiers? Alors absolument pas, non, aucune pression. Aucune, mais ce sont pourtant les députés de droite auxquels vous devez répondre pour ce premier conseil. Oui, bien sûr, ces questions ont été posées en fin de dernière législature. Ce sont des députés de droite, mais je suis tout à fait capable de ne pas subir ces pressions-là. Et puis, de toute manière, il n'y en a pas eu. Je réponds avec toute la liberté dont je dispose. Et il y aura également séance de conseil communal lundi prochain à Founé. La municipalité souhaite racheter la parcelle où se trouvait le célèbre restaurant La Lagune, une parcelle inexploitée depuis 3 ans maintenant. François Debleu, vous êtes le syndic de la commune, bienvenue sur ce plateau. Alors une parcelle de plus de 1000 m² qui est quand même idéalement placée pour 1,5 million de francs, grosso modo. C'est une bonne affaire ? Alors nous pensons effectivement que c'est une bonne affaire. J'aimerais peut-être revenir un petit peu sur l'historique de cette parcelle. En fait, le restaurant La Lagune effectivement était célèbre, mais je pense que le Martin Pêcheur, comme il s'appelait avant, était encore plus célèbre. Donc cette parcelle, nous avons eu, il y a quelques années déjà, un avant-projet de construction de villa, puisque curieusement cette parcelle qui abrite un restaurant et qui abrite en fait des places de parc sur le bas de la parcelle, est classée et coloquée en zone villa, ce qui est un peu curieux. Lors de l'établissement du plan des zones, nous ne savons pas pourquoi en fait la municipalité a laissé cette parcelle en zone villa, comme d'ailleurs le garage Bidon 5 qui est aussi en zone villa, ce qui est une incongruité, chose que nous allons vraisemblablement corriger. Donc cet avant-projet de 4 villas qui avait été proposé à la vente n'a pas trouvé preneur. Il est vrai que la parcelle est très étroite, elle fait 2000 m², pas 1000 comme vous l'avez mentionné, elle fait 2000 m². Cette parcelle est très étroite, donc de caser des villas là au milieu, c'était très étriqué, d'où l'impossibilité pour le vendeur de trouver acquéreur pour ces villas.
du temps a passé, 2 à 3 ans, et en fait, nous avons observé au bas de la parcelle un panneau de mise en vente de cette parcelle. C'était à la fin de l'année passée, donc nous avons montré notre intérêt puisque la commune est, disons, dans un trend où on est plutôt acheteur de biens immobiliers, de biens fonciers, puisque nous pensons qu'il est important que la commune, du moment qu'on a quand même quelques moyens, que la commune agrandisse le patrimoine de la commune. Ça c'est la volonté de plusieurs collectivités publiques, justement. Oui, bien sûr. C'est justement d'acheter finalement toute parcelle disponible. C'est une volonté globale de maîtriser justement les terrains. Voilà. Alors, le but, ce n'est pas d'acheter une parcelle qui serait à vendre pour construire quelque chose dessus. Je veux dire, on n'a pas comme objectif d'être des promoteurs, hein, pas du tout. On ne veut pas faire de spéculation non plus sur ce genre de parcelle. Donc, cette parcelle nous intéressait parce qu'elle est idéalement placée en dessus du port. Et vous savez les problèmes qui sont générés par les usagers du port en termes de parquage de véhicules. Donc la partie basse de la parcelle que nous convoitons contient beaucoup de place. Donc on pourrait faire un parking. C'est un des objectifs, une des vues que nous avons. Donc on s'est dit que ce serait intéressant de l'acheter. D'autant plus que dessus est érigé donc un restaurant qui aujourd'hui n'est pas conforme en termes de distance aux limites. Donc si on a comme objectif peut-être, nous ne le savons pas encore, de réhabiliter le Martin Pêcheur, on ne devra pas toucher au bâtiment. C'est-à-dire qu'il faudra le transformer tel qu'il est dans les gabarits existants parce que nous sommes hors limite. Ça, c'est un des projets, c'est justement de refaire un restaurant sur ce même endroit. Alors, nous y songeons. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucune décision n'a encore été arrêtée. Nous allons aussi en discuter avec le conseil communal, de voir qu'est-ce qu'on va faire. Donc, une fois qu'on aura acquis cette parcelle, on va tenter de trouver un beau projet pour cette parcelle. Mais un des projets qui semble mûrir, c'est qu'on va réhabiliter le restaurant. La commune a bientôt 4000 habitants, donc nous avons déjà le restaurant du centre sportif, l'auberge communale, et ce serait bien de réhabiliter ce restaurant qui est idéalement placé. C'est pour cette raison qu'on a souhaité acheter cette parcelle. J'aimerais juste encore dire que nous ne souhaitons pas du tout faire de spéculation. Donc il est vrai que lorsque nous avons décidé de mettre en zone réservée l'ensemble du territoire constructible de la commune, il est vrai que cette parcelle est dans le champ visé par cette mesure de mise en zone réservée. Donc c'est vrai qu'on a pu obtenir un prix meilleur marché, puisqu'en fait on ne pourra vraisemblablement plus faire de villas. Ça aura comme corollaire que lorsque nous allons réviser notre plan des zones, ou notre PGA, plan général d'affectation, vraisemblablement nous allons donner une autre affectation à ce terrain. Merci beaucoup François Debleu pour toutes ces explications. Vous étiez à la fête au village le week-end dernier ? J'étais, bien sûr. Vous avez participé, effectivement. Le syndic se doit d'y être. Exactement. Bien, hein. Eh bien, NRTV y était aussi. Je me réjouis de voir le puisque reportage. c'était justement la fête au village le week-end dernier du côté de Founé, où les sociétés locales s'étaient donné rendez-vous pour proposer à la population diverses animations. Sous le soleil et dans la bonne humeur, on va entendre le président de cette fête au village, Yvan Fantino. Fête au village de Founé a été lancée par la municipalité de l'époque pour les 700 ans de la Confédération, donc 1991. Et ensuite, on a continué, on a décalé une fois d'une année, on arrive maintenant aux années impaires. Et c'est la 13e édition. Le but de cette fête, je pense, c'était surtout convivialité, réunir les sociétés locales, c'est-à-dire tous les habitants par le biais, bien sûr, des sociétés locales. 9 sociétés locales, beaucoup de gens partout, plein partout, youpi. La recette pour une bonne fête au village, c'est comme un bon repas, une entrée, un plat de résistance et surtout un bon dessert. Alors je dirais que l'entrée, c'est les sociétés locales, le plat de résistance, je pense la municipalité, parce que sans eux, pas d'omelette, sans eux, pas de fête, parce qu'ils nous aident beaucoup, installation, emplois communaux, etc. Et le dessert, je crois que c'est les riverains qui nous mettent les locaux à disposition. Tout ça peut faire une très belle fête au village. Et surtout, bien sûr, comme je l'ai dit avant, réunir les gens et puis s'amuser. Résumé, je pense que Jean-Louis est là. Jean-Louis, il faut savoir qui c'est, hein? Pas tout le monde sait. Jean-Louis, c'est le soleil. Hein? Il est là, c'est quelque chose de fabuleux.
le beau temps. Et puis même quand il pleuvait, je veux dire, s'il y a eu de la pluie, on a toujours chaud dans les cœurs. Et puis que la fête soit belle, elle est belle. Et pour terminer ce journal, on va prendre de l'altitude et un bol d'air très frais. On va se rendre à la cabane Arpitetta dans le Val d'Anivier. Une cabane de montagne qui est gérée par la section La Dôle du club alpin suisse. Elle vient de subir d'importants travaux visant à améliorer le confort des visiteurs et des gardiens. L'inauguration a eu lieu le week-end dernier et Florian Cavalleri s'est rendu sur place. Maintenant, on va partir sur la gauche, sur Arpitetta. Autour d'Arpitetta, il y a des sommets qui culminent à 4000 mètres, avec les Zinal Retorn sur notre droite, avec l'arête en neige qui monte. Et puis sur notre gauche, juste dessus la cabane d'Arpitetta, le Weisshorn. Et oui Mike, j'ai mis mes chaussures de marche et je suis monté en hélicoptère pour cette inauguration, la cabane de l'Arpitetta qui appartient au club alpin suisse, section La Dôle. Et je vous propose de retrouver tout de suite son président pour plus d'explications. On se trouve ici à 2786 mètres d'altitude précisément, au pied du Weisshorn, sur ma gauche, et puis à 4 heures de marche de Zinal. C'est une cabane qui a été rachetée au guide d'Anivier, qui ensuite a eu une première transformation dans les années 80. Et aujourd'hui, vous avez un outil de travail, j'allais dire, flambant neuf, magnifique. Quels étaient les objectifs de base qui prévalaient à refaire cette cabane ? Alors ils étaient multiples. Tout d'abord, mettre la cabane au standard actuel de l'accueil des visiteurs en cabane parce que le niveau d'exigence de nos clients a augmenté. Deuxièmement, c'était d'améliorer l'efficience énergétique de la cabane afin d'économiser un peu de bois et puis d'améliorer un peu le confort à l'intérieur. Et puis, on a agrandi un petit peu la cabane sans augmenter le nombre de places pour que ça soit plus facile à gardienner et puis pour améliorer également le confort des visiteurs. La particularité de cette cabane, c'est que nous sommes propriétaires d'à peu près 1 hectare de terrain en terre valaisanne. Donc on est une enclave vaudoise en terre valaisanne. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que cette cabane, eh bien, il y a un gardien et ce gardien, c'est un des membres de votre section. Ils se relayent chacun, semaine après semaine, pour assurer l'accueil des visiteurs. Effectivement, le fonctionnement de cette cabane repose sur le bénévolat. C'est une des caractéristiques de cette cabane par rapport aux autres, mais c'est également ce qui nous permet d'assumer le coût de cette cabane, car c'est nos bénévoles qui s'en occupent et on n'est pas obligé de payer un gardien professionnel qui, de toute façon, vu la taille de la cabane, ne pourrait pas retirer un salaire suffisant. Le budget initial de ces transformations représente à peu près 1 100 000 francs, budget que vous me dites plus ou moins bouclé. Néanmoins, vous êtes toujours à la recherche de donateurs. C'est sûr qu'on a réussi à quasiment boucler le budget à peu près, je dirais, une 50aine de milliers de francs près. Le pont a été effectué grâce à un prêt de l'État du Valais sans intérêt que nous devrons rembourser sur 10 ans. Et puis c'est clair que si on n'est pas obligé de recourir à ce prêt, on accepte volontiers tous les dons que les personnes ou les entreprises voudraient faire. Alors, comme vous l'avez compris, cette cabane se trouve en terre valaisanne, dans le Val d'Anivier, et je vous propose de retrouver un représentant des autorités, justement de la commune d'Anivier. On est dans un lieu magnifique, c'est le Val d'Anivier. Vous représentez les autorités d'Anivier. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir finalement une ambassade vaudoise en terre valaisanne ? Mais c'est très réjouissant parce que les montagnes appartiennent à tout le monde. Et ces gens-là sont venus aussi à notre aide parce que la cabane avait été construite par les guides d'Anivier. Mais malheureusement, les moyens financiers de cette population de montagne n'était pas suffisante et elle a vendu cette cabane aux gens de la plaine. Et puis je pense que c'est aussi un bien que les gens de la plaine viennent à la montagne pour la découvrir. Pour l'été, on peut venir de la vallée et puis continuer sur la cabane de Tracuy, mais c'est surtout l'hiver qu'elle est intéressante parce qu'elle est sur le passage des hautes routes, donc de la haute route d'Anivier ou de la haute route impériale, comme ils la nomment aujourd'hui.
et elle permet d'aller de la cabane de Tracuy en direction du sud sur la cabane de Mountet. Selon vous, pour les habitants d'Anniviers, quelle particularité a cette cabane? Elle a un charme, parce qu'elle est encore avec des dimensions qui sont nettement plus petites que les autres cabanes, qui dépassent les 100 personnes. Aujourd'hui, cette cabane a une dimension plus pour les promeneurs, pour les touristes marcheurs, que pour les alpinistes. C'est sûr que la difficulté des courses à partir d'ici, l'été, sont très grandes et qu'il n'y a pas un grand nombre d'alpinistes. En montagne, chaque mètre compte, alors imaginez-vous les efforts qu'il a fallu aux bénévoles et aux professionnels pour reconstruire cette cabane. On écoute le responsable des travaux qui nous en dit plus. On a doublé la surface de la cabane. La cuisine, on a quadruplé la surface de la cuisine. On a supprimé le local du gardien qui se trouvait dans l'ancienne cuisine avec la montée à l'étage. Dans la nouvelle partie, on a construit un escalier, on a construit un vestiaire au rez et à l'étage un nouveau dortoir et une chambre de gardien digne de ce nom. Alors, ce qui a été pas facile, on va le dire, c'est que vous avez dû faire avec les normes actuelles, c'est-à-dire normes antisismiques, normes en cas d'avalanche, que ce soit le souffle ou l'avalanche même, et ça, il a fallu le gérer. Absolument, absolument. On a dû faire un talus derrière la cabane qui protège contre une avalanche qui peut survenir tous les 100 à 300 ans. Et évidemment, les murs en béton sont calculés antisismiques. Qu'est-ce qui vous rend particulièrement fier dans cette cabane ? C'est le plaisir d'avoir travaillé avec ces gens qui venaient, les entreprises comme les bénévoles, qui avaient du plaisir à venir. Et je pense que le maître mot de cette réalisation, c'est le plaisir d'être ici. L'inauguration a eu lieu, le drapeau a été hissé, place désormais aux randonneurs et aux montagnards. Et pour les accueillir, les gardiens qui se relayent semaine après semaine pour assurer l'accueil. Rencontre. Alors là, on est dans le lieu, on va dire, dédié aux gardiens de cabane. C'est la cuisine, c'est là que tout se passe. Mais quel est le travail d'un gardien de cabane ? Alors, il commence très tôt avec la préparation du petit déjeuner. Dès que tout le monde est parti, il faut faire la vaisselle, nettoyer les dortoirs, les toilettes. Et puis après, il faut se dépêcher de préparer une bonne soupe aux légumes pour ceux qui arrivent dans la journée, parce qu'on propose la soupe et les planchettes. Donc il faut être prêt. Comme les scouts, toujours prêt. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça ? C'est sympa, j'aime bien faire la cuisine. Je suis d'ailleurs la reine des tartes aux pommes, n'est-ce pas ? Et puis c'est une semaine de travail, je dois dire, mais on est quand même dans un site absolument extraordinaire. Est-ce que vous auriez une anecdote qui illustre bien l'état d'esprit qui règne dans cette cabane ? Ouh là là, une fois il y a une famille de Belges qui sont venus avec le grand-père, le père et les petits-enfants. Et nous on demande toujours de l'aide pour faire la vaisselle. Et c'est mon mari qui a dessiné le grand-papa et le papa, allez hop, en cuisine pour essuyer. Et madame, la fille du vieux monsieur, a dit mais il faut que je prenne ça en photo, j'ai jamais vu mon papa en cuisine avec un linge pour essuyer la vaisselle. Alors il fallait que ça arrive à Arpitette, et ça je trouvais c'était rigolo, ce mélange de générations comme ça. Alors on a bien compris, le maître mot de ces lieux, c'est la passion. Mais pour le gardien, qu'est-ce que ça change, une nouvelle cabane ? Alors ça change tout, parce que déjà c'est beaucoup plus grand, on a plus de place, on se fait moins de bleu, moins de brûlures, parce qu'on était un peu cougnés, tandis que là c'est agréable, qu'on peut vraiment bien travailler. Eh bien Mike, comme vous le voyez, moi j'ai eu la chance de monter en hélicoptère, mais pour vous, que sont ces quelques 4 heures de marche pour arriver à cette cabane? Rien pour un spécialiste de hockey sur glace comme vous. Alors chaussez vos chaussures de marche et rejoignez-nous. Là-haut sur la montagne, détonne nos beaux chalets,
Facile, Florian, aucun problème, mais je crois que je vais quand même privilégier l'hélicoptère le cas échéant, ou en tout cas un peu d'entraînement, peut-être avec André Stoibli. Vous êtes l'intendant de cette cabane. Bienvenue sur ce plateau. Elle est belle, cette cabane rénovée. Alors elle est magnifique, je vous remercie de l'invitation parce que j'ai beaucoup de plaisir à la présenter et en parler aujourd'hui. Alors les gens peuvent y aller, il faut juste réserver, je dirais, si on veut passer la nuit sur place, mais elle est vraiment ouverte à tout le monde. Oui, tout à fait, comme ça a été dit, il y a 32 places, donc il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec 60 personnes là-haut. Donc là, il y a des coordonnées pour réserver des places sur le site internet de la section ou par téléphone chez moi, mais en général ça marche bien, on arrive à gérer les réservations. Elle est accessible donc depuis Zinal, à pied, ça fait quand même une belle petite marche de 4 heures, mais là aussi c'est une marche finalement qui est accessible à tout le monde. Tout à fait, c'est un chemin qui est tout à fait agréable. Il y a des familles qui montent, comme vous avez vu dans le film, avec des petits-enfants de 6 ans ou de 5 ans même, et ça ne pose pas de problème, disons, de danger pour y parvenir. La cabane, elle est gardée et gardiennée pendant la saison estivale. Et vous m'avez dit tout à l'heure, nouveauté, cet hiver, il y aura aussi du gardiennage. Alors déjà, depuis 2 ans, nous avons décidé, à cause de cette haute route impériale qui nous amène énormément de randonneurs à ski, de faire du gardiennage à peu près de mi-mars à fin avril, avec des gardiens bénévoles aussi, qui sont plus, disons, des fois un petit peu plus sportifs que d'autres, et qui montent à ski faire le gardiennage. Vous-même, vous y allez régulièrement dans cette cabane pour justement gardienner? Oui, tout à fait. Je monte pratiquement chaque année avec mon épouse, une fois en hiver, une fois en été, et plus bien sûr d'autres fois comme intendant pour aller vérifier certaines choses, faire des inventaires de marchandises. Vous avez vu un stock de marchandises là-haut, il faut faire des inventaires de temps à autre. Visiblement, le succès est au rendez-vous, hein. Elle est très prisée, cette cabane. Alors elle est très prisée, on a rencontré les gens après l'inauguration, ils étaient enchantés qu'on n'ait pas massacré cette ancienne petite cabane, parce que c'était le souci aussi bien des autorités du Val d'Anivier que de nos membres, c'est qu'on en fasse un hôtel de 5 étoiles comme certaines autres cabanes. Et les gens voulaient qu'on garde ce cachet-là de petites cabanes simplicité, accueillantes. Authenticité. Tout à fait, simplicité, authenticité, avec des fois quelques regrets de la part des alpinistes, c'est que nous n'offrons pas, comme les toutes grandes cabanes, des demi-pensions complètes. Nous faisons, en général, les touristes amènent leur propre nourriture, que les gardiens cuisinent d'ailleurs, on fait volontiers ça pour eux. Et pour les alpinistes qui font des grandes traversées, par contre, nous avons toujours des repas de dépannage qui sont tout à fait corrects et qui leur plaisent bien. Alors ce club alpin suisse, section La Dôle, vous connaissez bien évidemment, puisque vous êtes membre depuis, rappelez-nous. Alors moi, ça fait 57 ans que je suis membre du club alpin suisse. Ouais. Ouais. Et vous avez commencé jeune, comme les jeunes qui vont se lancer dans une petite expédition. On en parle brièvement. Le groupe jeunesse de la section La Dôle prépare donc une expédition dans l'Himalaya indienne. Il y aura des sommets entre 6000 et 6500 mètres pour eux. 12 jeunes de la région qui vont s'y lancer avec 5 encadrants. Ça, c'est un projet assez incroyable. Tout à fait. Moi, je suis très heureux parce que l'objectif principal d'une section du club alpin comme la nôtre, c'est bien sûr de faire des courses, d'organiser des courses pour les membres, mais c'est aussi surtout de former la jeunesse, de préparer l'avenir. Si vous ne préparez pas l'avenir, dans quelques années, il n'y aura plus que des vieux. Donc il faut les encourager à faire des courses, à se former, beaucoup à se former. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que de temps à autre, ils prennent l'initiative de faire une jolie expédition. Et là, en l'occurrence, il y a 6 ans à peu près, ils ont fait une expédition en Bolivie, ce qui les a soudés, qui a fait une équipe extraordinaire. Et là, ils remettent la chose sur le plan de travail. Ils vont partir effectivement dans l'Himalaya l'année prochaine. Oui, c'est un projet pour l'été 2007. Ils sont toujours à la recherche, évidemment, de financement. Toutes les infos, vous allez les trouver sur le site internet qui apparaît au bas de votre image. Donc, si vous voulez soutenir ces jeunes de la section La Dôle qui préparent cette expédition dans l'Himalaya. André Stoibli, vous allez retourner là quelques jours là-haut à la cabane Arpiteta? Alors oui, nous allons retourner dans la 3e semaine de septembre pour malheureusement faire la fermeture de la saison d'été.
Et là, j'ai toute une commission qui monte avec moi pour tout nettoyer, pour la préparer pour l'hiver, couper l'eau malheureusement. On n'a plus d'eau en hiver, il faut fondre de la neige le plus souvent. Mais disons qu'on a une équipe là, formidable qui travaille à l'entretien de cette belle cabane. Donc celles et ceux qui veulent encore en profiter, là, il fait beau justement, ceux qui veulent encore en profiter au courant septembre, c'est possible. Tout à fait, et puis surtout qu'elle n'est jamais fermée. Les cabanes du Club Alpin ne sont jamais fermées, il y a toujours au moins un espace d'hiver qui reste ouvert, et les gens peuvent cuisiner aussi quand ils montent tout seuls. Merci beaucoup André Stoibli, et bien bonne fin de saison estivale. Là-haut, sur la montagne, comme le dit la chanson, mais là-haut, donc sur la cabane Arpiteta. Merci beaucoup. Merci aussi pour votre accueil. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans un instant, la page sportive, le débat avec Rodolphe Henner et Florent Cavalleri, et puis la page culturelle en compagnie d'Andrea Braslopo. Je rappelle notre site internet nrtv.ch, notre page Facebook, 2 endroits où vous pouvez revoir en tout temps nos différentes émissions. Très belle suite de programmes à vous et à très bientôt.